C'est tout bon. Merci Marion. Donc bonjour à tous. Alors nous sommes heureuses de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans l'IAE. Ce webinaire vous est proposé donc dans le cadre du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, le PRITH, par la DRIETS Île-de-France, l'AGFIP et KEOPS avec l'appui du cabinet Amios. Donc, il préfigure un cycle de webinaires thématiques à destination des conseillers d'insertion de vos structures qui sera inauguré le 14 novembre prochain avec un premier webinaire sur le handicap psychique et l'emploi. Et je laisse la parole pour l'introduction à ma collègue Anna Séguin. Oui, bonjour à tous, à toutes et à tous. Comme vous savez, les dispositifs IAE est donc bien géré au niveau régional par l'unité régionale et au niveau départemental par les UDDEX en ce qui concerne le territoire francilien. Je suis ravie que vous vous êtes inscrits aussi nombreux à ces webinaires, environ 80 personnes. Ce qui représente, je suppose, 80 différents types, différentes structures IAE, euh, sachant qu'on a 570 structures IAE au niveau francilien en 2023. Pour commencer ce webinaire, je vous donnerai les premiers chiffres. Parmi les personnes, parmi les salariés en insertion, nous rencontrons en Île-de-France seulement 4,7% de personnes en situation de handicap reconnues. Et alors que ce sont les données de 2022 contre 8% au niveau national. En 2023, les premières données que je possède confirment cette différence et confirment ce pourcentage peu élevé, donc 5,7, donc un peu plus quand même au niveau d'Île-de-France et 9% au niveau national. Euh, on sait très bien que le secteur par l'activité économique est destiné pour les personnes qui rencontrent des difficultés différentes et variées dans l'insertion socio-professionnelle. Donc, dans toutes les structures, il y a déjà des personnes qui sont sensibles à lever les freins et les difficultés de ces personnes-là. Et malgré cela, voilà, ces chiffres sont assez basses assez bas. Donc, on a... ça a disparu. Ah, voilà, donc on a travaillé un tout petit peu sur les freins qui peuvent être perçus par des structures. Et suite à l'étude de l'AMIOS, on a repéré une méconnaissance des dispositifs des acteurs spécifiques au handicap. Souvent, les structures IAE nous disent on est tout seul à gérer des personnes en situation de handicap. Des idées reçues autour du handicap et des difficultés à identifier les personnes reconnues travailleurs handicapés au stade du recrutement. On va dérouler ça un peu plus tard. Donc, sur les idées reçues, souvent, bon, bah, comme tout le monde, hein, même moi-même, hein, tout à l'heure, j'ai parlé avec Laurence, on a ce stéréotype dans la tête que les personnes avec un handicap moteur sont majoritairement en fauteuil roulant, et que toutes les personnes malentendantes utilisent la langue des signes, que celles qui ont les déficiences visuelles, sûrement, elles développent une meilleure audition, que le handicap, c'est majoritairement à la naissance, alors que non. Et quand on parle de handicap invisible, souvent, dans notre tête, c'est les troubles psychiques. Voilà, donc juste pour vous dire qu'est-ce qu'est le handicap et comment le définir. Donc effectivement, l'État s'est penché sur la définition de handicap et l'a inscrit dans la loi 2005, la loi pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques
on parle aussi d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc, du coup, on a six catégories de handicap, moteur, physique, sensoriel, cognitif, mental, maladie invalidante, qui peuvent être malheureusement cumulés par certaines personnes et d'autres personnes qui ont qu'un seul type de handicap. Donc, le handicap est invisible dans la majorité des cas. Il est acquis au cours de l'année dans 85% des cas et donc c'est pas à la naissance et c'est surtout ce qu'il faut dire, c'est que vous n'êtes pas seul euh, à, à- dans, dans ce monde de l'intégration d'une personne en situation de handicap dans la vie active sociétale et dans le marché du travail. Donc, il est important aussi de comprendre les spécificités propres à chaque catégorie de handicap. Et aussi, donc, il y a des points communs, mais il y a quand même des divergences, comme par exemple les allocataires de RSA. Les allocataires de RSA ne sont pas forcément deux mêmes personnes et ils peuvent avoir des besoins communs, mais aussi des besoins différents. Et donc, pour cela, comme vous dites, vous n'êtes pas seul. Il y a tout un écosystème de acteurs. Donc, la GFIP qu'on a plaisir à accueillir sur ce webinaire et Cap Emploi, où par exemple, maintenant, vous savez, dans le pôle emploi, il y a normalement les teams TH du pôle emploi et Cap Emploi. Donc, accueillir une personne dans une situation de handicap, et en fait, similaire d'en accueillir une personne qui a d'autres difficultés socio-professionnelles et ça n'a pas forcément, ça demande pas forcément le coût supplémentaire et pas forcément au niveau matériel ou au niveau du temps passé dans les parcours IAE pour ces personnes-là. Merci beaucoup, Anna, pour cette introduction. Donc là, pour notre programme de l'après-midi, donc on va d'abord vous parler de comment répondre à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, en sachant que vous avez une spécificité en tant que structure de l'IAE, sur laquelle on va revenir. Ensuite, il y aura un temps où, du coup, Karine Martin, qui représente donc Keops, nous parlera de comment est-ce qu'on peut identifier les personnes en situation de handicap qui sont susceptibles d'intégrer vos structures, puisque l'une des questions qui se pose à vous, c'est la question du sourcing. Et ensuite, nous aurons un temps avec l'AGFIP, donc avec deux interlocutrices qui viendront nous parler de comment est-ce on identifie les personnes en situation de handicap susceptibles d'intégrer vos structures et surtout quelles sont les ressources et les dispositifs voilà, mobilisables à vos côtés pour vous aider dans ces parcours d'intégration. Et enfin, nous aurons un petit temps de conclusion avec une petite évaluation finale pour que vous puissiez nous dire aussi quels sont vos besoins et puis si ce webinaire a répondu à vos questions. Et tout de suite, je redonne la main du coup à la Driette pour les suites. Pour commencer, donc, nous allons parler de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés qu'on appelle aussi l'OETH. Donc, il est important déjà de distinguer, d'une part, l'obligation d'emploi en tant qu'employeur qui s'exerce sur vos effectifs salariés permanents et d'autre part, vos actions d'insertion de personnes en situation de handicap qui sont liées aux missions des SIAE et qui sont la réponse aux objectifs fixés par l'ADRIETS et les DETS en matière d'accompagnement et d'insertion des personnes handicapées. Donc, l'OETH, qu'est-ce que c'est et comment ça s'applique aux structures de l'IAE? Donc, en matière d'obligations légales, c'est la loi du 11 février 2005 déjà citée qui affirme deux principes. Le principe de non-discrimination, qui établit qu'une personne en situation de handicap, comme n'importe quelle autre personne, doit pouvoir accéder aux droits communs dans toutes les dimensions de la vie, le travail, la formation, les transports et autres.
Et le deuxième principe, c'est le droit à la compensation, c'est-à-dire à la prise en compte des difficultés individuelles que la personne en situation de handicap rencontre dans son quotidien, avec la possibilité de mobiliser des aides et des moyens spécifiques en fonction de ses besoins. Les obligations légales des employeurs en matière de handicap, elles, s'appliquent à toutes les structures de l'IAE de plus de 20 salariés permanents, à l'exception des ETTI qui ne sont pas soumises à cette obligation d'emploi. L'obligation est calculée sur la base des effectifs salariés permanents et ne s'applique pas aux personnes accompagnées dans le cadre des missions d'insertion. Donc, comment répondre à cette obligation d'emploi et quels sont les leviers à votre disposition? La loi de 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel a changé les modalités de calcul de l'OETH. Désormais, tous les employeurs, y compris ceux de moins de 20 salariés, doivent déclarer mensuellement les personnes en situation de handicap qu'ils emploient au moyen de la déclaration sociale nominative, la DSN. Toutefois, seuls les employeurs qui comptent parmi leurs salariés permanents plus de 20 personnes sont assujettis à cette obligation d'emploi de travailleurs handicapés. À noter que depuis la loi de 2018, les structures qui possèdent plusieurs établissements, y compris des établissements qui emploient moins de 20 salariés, sont désormais soumises à l'OETH. Le calcul ne se faisant plus par établissement, mais sur le nombre total de salariés au sein de la structure. Alors, comment répondre à cette obligation d'emploi de travailleurs handicapés en tant qu'employeur? Donc, vous pouvez agir à plusieurs niveaux, soit en employant directement des personnes en situation de handicap, soit en valorisant la sous-traitance de certaines missions à des établissements de services d'aide par le travail, les ESAT, ou à des entreprises adaptées, soit en versant une contribution à l'AGFIP, soit, mais les structures de l'IAE ne sont pas concernées, en déposant une demande d'accord agréée auprès de l'ADRIETS. Donc, si vous avez dans votre structure des salariés en CDD, en CDI, ou que vous employez des travailleurs handicapés dans le cadre d'un intérim, ces derniers sont comptabilisés dans la déclaration sociale nominative que vous allez remplir chaque mois. Donc, depuis le 1er janvier 2020, le calcul du taux d'emploi a été simplifié. Donc, tout travailleur handicapé, qu'il soit en stage, alors sous contrat, en stage ou en mise en situation professionnelle, doit être comptabilisé au prorata de son temps de travail sur l'année. Enfin, si votre entreprise compte plus 20 salariés ou plus, mais n'atteint pas ces 6% d'emploi de personnes handicapées, vous serez tenu de vous acquitter d'une contribution financière qui est versée aux URSSAF, puis reversée à la GFIP, qui gère le fonds pour les employeurs privés. Donc, le montant de la contribution à verser est calculé en fonction du nombre de personnes en situation de handicap manquantes au sein de votre structure, mais aussi en fonction de l'effectif de l'entreprise et des dépenses engagées qui pourront faire l'objet d'une déduction, comme par exemple le recours à la sous-traitance par un ESAT ou par une entreprise adaptée. Donc, à noter également que si vous engagez des dépenses liées à la réalisation de diagnostics ou de travaux d'accessibilité pour vos salariés en situation de handicap, vous pourrez déduire de votre contribution annuelle le montant de ces actions à hauteur de 10% maximum. Également, si vous engagez des dépenses en lien avec la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels en vue de compenser le handicap d'un ou de plusieurs salariés, ou bien en lien avec la mise en place de prestations d'accompagnement, ou encore si vous engagez des dépenses en lien avec la mise en place d'un ou plusieurs partenariats avec des associations agissant sur la thématique du handicap, ces dépenses engagées peuvent donner lieu également à déduction. Alors, vous pouvez également agir en tant que structure d'insertion. Et je laisse la parole à ma collègue Anna.
Oui, donc effectivement, c'est pas moi qui va vous apprendre que les structures IAE sont déjà investies dans une mission d'accompagnement, d'inclusion des publics fragiles, y compris de personnes en situation de handicap. Donc, encore une fois, les personnes en situation de handicap, c'est les publics cibles des SIAE. Donc, même si, par exemple, les ETTI ne sont pas soumis à l'obligation par la loi, n'empêche que, effectivement, ce type de public reste les publics cibles. Euh, Comme vous savez, presque tous les ans ou tous les 2 ans, toutes les structures SIAE passent par la case des dialogues de gestion qui sont faits par mes collègues dans les unités départementales. Et comme vous savez, il y a des objectifs qui sont fixés dans les différents types de fragilité des publics et notamment sur justement les publics qui sont en situation de handicap. Bien sûr, on va dire, ces pourcentages fixés n'est pas imposé les mêmes pour tout le monde parce que c'est pas la même chose d'avoir une structure qui a 20 salariés en insertion et pas la même chose si on a une structure qui a 2 ou 3 salariés. Donc, dans ce cas-là, voilà, donc c'est beaucoup plus difficile. N'empêche que, encore une fois, je répète, et vous le savez bien, c'est un des publics cibles de l'activité, de l'insertion de cette de cette politique publique, excusez-moi. Et donc, en effet, des situations de handicap peuvent être communiquées ou pas même envers les recruteurs qui sont déjà dans l'insertion par l'activité économique. Mais ce repérage est pourtant très essentiel pour comprendre les difficultés et pour savoir comment accompagner cette personne-là. Donc, tous ces éléments-là peuvent être facilités par le repérage et les climats de confiance dès le début du parcours. Donc, effectivement, vous savez, vous mettez les offres d'emploi sur la plateforme de l'inclusion. Bien mettre, par exemple, sur ces offres d'emploi, tous les obstacles, tous les charges, tous les caractéristiques de cet emploi et pour éviter les déceptions. Et ce repérage, c'est fait, donc on peut s'appuyer sur tous les canaux de communication. Ça peut être avec l'appui des documents, mais c'est surtout, effectivement, c'est principalement dans la conversation pendant l'entretien et pour avoir une posture qui invite les personnes, parce qu'il y a des personnes qui ont déjà la reconnaissance en situation de handicap et qui ne veulent pas le dévoiler par crainte de ne pas être embauchées, même par les structures, par l'activité économique. Donc, comme vous savez, en Île-de-France, on a la chance d'avoir 4 réseaux. Cadre réseau qui représente les structures par l'activité économique et qui sont regroupées dans l'interréseau qui s'appelle Graphi. Et justement, il y avait déjà les supports, les webinaires qui ont été faits avec la GFIP à destination de directeurs ou à destination de CIP, de conseillers insertion professionnelle surtout sur le handicap psychique. Et comme elle a dit Laurence, et je le répète, il y aura 3 autres webinaires qui vont être, auxquels vous serez invités. Le prochain, c'est sur les salariés qui rencontrent les troubles psychiques. Et comme vous le savez très bien, beaucoup de salariés en insertion par l'activité économique ont des troubles psychiques ou en tout cas les traumatismes. Donc, on vous invitera plus tard aussi, ou plutôt vos CIP à participer à ces webinaires. Donc, on peut passer peut-être au prochain. Et voilà, donc on peut déployer un process d'accueil qui facilite l'expression de besoins,
encourager le repérage de situations de handicap dès les premiers contacts ou dès les deuxièmes contacts, en ayant même l'entrée dans vos structures. Donc, quelques idées des actions, par exemple, participation au Duo Day, qui est d'habitude au mois de mai. Donc, l'accueil d'une personne en situation de handicap pendant un jour dans au sein de votre structure. Si, par exemple, une personne qui a caché son handicap à l'entrée, elle voit que vous accueillez une autre personne pendant un jour, peut-être que ça va l'encourager de dévoiler un peu plus tard sa situation. Donc, voilà, donc je ne vais pas tout lire, mais vous pouvez par exemple avoir aussi des affiches, des documentations qui peut encourager cette personne-là à le dire. Par contre, effectivement, vous pouvez parler de besoins particuliers pour la formation, pour l'emploi, éventuellement limite d'activité ou de points d'attention. En revanche, les questions de santé ne doivent pas être abordées. Et en fait, vous ne pouvez pas exiger de la personne de vous donner sa reconnaissance, même si elle l'a, ou vous ne pouvez pas l'obliger de, de la faire rentrer vers cette reconnaissance dans une situation de handicap. Alors, en parallèle de ces modalités d'accueil, l'organisation interne est aussi importante. Il faut qu'elle puisse permettre la prise en charge fluide des besoins particuliers des personnes en situation de handicap. Donc, ça passe à la fois par une sensibilisation collective sur les besoins spécifiques des personnes concernées, en s'appuyant par exemple sur les outils qui sont accessibles en ligne, tels que les vidéos et tutoriels proposés par le Graphi ou par la GFIP, mais aussi des formations collectives ou des échanges avec des professionnels de l'accompagnement comme Cap Emploi ou la GFIP. Donc, cette organisation passe aussi par une connaissance partagée des points faibles et des points forts de vos structures, donc, comme par exemple des salles inaccessibles, des lieux bruyants, des postes de travail non adaptés, et donc l'identification de ce qui est à proscrire ou des endroits adaptés aux besoins particuliers. Et enfin, ça passe aussi par la mise en place d'un point global et régulier avec l'équipe d'insertion sur les nouveaux accueillis et sur les besoins repérés de ces personnes en situation de handicap nouvellement arrivées dans votre structure. Voilà. Donc, je ne sais pas si on prend les questions Oui. après cette partie. Oui, bah, merci en tout cas pour ces 2 présentations et effectivement, vous allez le voir après chaque présentation de chacune de nos intervenantes, on va se laisser un peu de temps de questions-réponses pour que vous puissiez interagir avec nous, poser vos questions, tout en sachant que s'il y a trop de questions et que nous sommes malheureusement pris par le temps, vous pouvez aussi les écrire sur le chat et nous formaliserons une, foire aux questions qui sera envoyée du coup à l'ensemble des personnes qui ont participé à ce webinaire et à celles qui n'ont pas pu participer et dans lesquelles on répondra par écrit aux questions, qui seront restées en suspens. De la même manière, on vous l'a pas précisé en introduction, mais le support sera, partagé avec vous et l'enregistrement sera également mis en ligne pour, que vous puissiez, voilà, le partager à d'autres personnes qui auraient souhaité y participer et n'ont pas pu y participer ou tout simplement si, plus tard vous souhaitez y revenir pour voir une séquence ou une autre, voilà, elle sera accessible, en ligne. Je vois que Benjamin lève la main, donc je vous en prie, prenez la parole. Bonjour. Bonjour. J'avais une question concernant le fait de avoir connaissance des personnes en situation de handicap dans la structure. Si on ne peut pas demander la RQTH, comment on fait pour être sûr que la déclaration de la personne, c'est bien vrai? Comme ça a été dit, hein, vous ne pouvez pas exiger, donc du coup, non, enfin, on ne peut pas.
On ne peut pas être sûr, mais de toute façon, vous savez que l'insertion par l'activité économique, il y a beaucoup de déclaratifs. D'accord. Mais Si on peut donc, compléter, peut-être, en fait, vous ne pouvez pas exiger que le salarié vous le remette, mais vous pouvez, dans le cadre d'une relation de confiance, demander s'il accepte de vous remettre le document. Et d'accord. quand ça se passe bien, le salarié peut tout à fait vous la remettre. Des fois, c'est même des démarches qui sont accompagnées par les CIP des structures. Hmm. Donc, c'est ce que voulait dire surtout l'Adriette, c'est qu'on ne peut pas exiger et obliger une personne à le faire. Mais après, on peut l'inciter, voilà, pour montrer les avantages qui vont vous être présentés aussi sur la suite du webinaire, parce qu'il y a aussi des aides de la GFIP pour qu'ils soient accompagnés, et donc ça peut garantir la réussite et de leur tenue de poste, enfin de leur intégration, de leur tenue de poste, mais également pour la suite du parcours, si c'est des salariés en insertion, par exemple, pour qu'on prépare la suite du parcours aussi. Ouais, parce que j'avais compris qu'on ne pouvait pas l'avoir, en fait, en tant qu'employeur. On ne pouvait pas l'avoir dans nos fichiers. Voilà. Et je trouvais ça étonnant parce que quand on doit effectivement déclarer dans la DSN une situation enfin, qu'on a un travailleur handicapé, il faut qu'on puisse quand même, Oui. je pense, le Oui. justifier, quoi. Les déclarations qui sont faites dans le cadre de l'obligation d'emploi sont faites sur justificatif par l'ensemble Ça, des employeurs. ça. Et du coup, c'est le salarié qui remet sa notification sur le volontariat. Il ne le fait pas D'accord. parce qu'il se sent obligé et D'accord. contraint de le faire, en fait. D'accord. OK. Et Merci. de la même manière, une personne en situation de handicap qui est déjà reconnue travailleur handicapé et qui arrive à la fin de sa notification MDPH n'est pas obligé de renouveler son statut pour que ça bénéficie à son employeur. Donc, on peut pareil lui montrer les bénéfices pour le faire, mais ça ne doit jamais être fait sous la contrainte. C'est ça, en fait, qu'on veut passer comme message. Merci. Ça répond à ma question. Je vois qu'on avait aussi une question dans le chat. Alors du coup, Karine, vous allez prendre la suite, mais peut-être en anticipation, justement, répondre à cette question. Donc, d'une personne qui dit: «On a des prescripteurs qui cochent, la case handicap dans les critères. Se base-t-il sur une reconnaissance pour le faire?» Oui, oui, oui. Normalement, les prescripteurs, ils regardent les justificatifs et c'est sa responsabilité. S'il coche cette case, ça veut dire qu'il est bien sûr que la personne est là, la reconnaissance d'une situation de handicap. Oui, normalement, voilà, les prescripteurs doivent l'avoir fait en ayant au moins, même s'ils l'ont pas en leur possession, au moins avoir vu à un moment donné le titre administratif de la personne. Ils peuvent pas le faire juste sur le déclaratif. Donc après, tout dépend quel prescripteur ça vient. Si c'est le service public de l'emploi, Cap emploi, Pôle emploi, mission locale, on est, je pense, quand même assez habitué à avoir les justificatifs de ces publics. Au Cap emploi, ça fait pas de doute, en général, la personne, elle peut être parfois en cours d'être reconnus, mais pour la majorité, ils le sont déjà. Et après, si vous avez cette case cochée par d'autres prescripteurs nouvellement habilités, comme des CHRS, voilà, ou des acteurs de pli, de maison de l'emploi ou autres, là, il faut peut-être s'assurer que le document a bien été vu et qu'il sache reconnaître un titre administratif de la loi de 2005, parce qu'il y a plusieurs aussi titres administratifs qui permettent d'être reconnus en situation de handicap et de cocher cette case pour postuler sur la plateforme Les emplois de l'inclusion. Et j'ai oublié de dire que, parce que c'est bien beau exiger de vous d'avoir une posture, donc une posture favorable pour la reconnaissance de handicap, mais comment c'est s'outiller? Donc justement, donc ça, vous avez donc Graphie, mais il y a aussi les capsules. Laurence m'a dit qu'il y avait les capsules qui ont été réalisées à destination de CFA. Donc, ce n'est pas les structures en insertion par l'activité économique, mais je pense qu'on peut s'en inspirer. Alors oui, pour compléter, il y a 13 capsules autour des CFA, donc avec à la fois des capsules dédiées à la présentation du service public de l'emploi, des capsules dédiées au type de dispositifs et aides mobilisables. Il y a des capsules sur l'OETH, sur le handicap, sur le temps d'accueil
et sur aussi l'adaptation des modalités pédagogiques. Alors là, c'est peut-être plus spécifique au handicap, mais enfin au CFA, mais dans la mesure où vous-même, via vos CIP, faites un accompagnement, ça peut effectivement se transposer. Merci beaucoup en tout cas pour cette première présentation. Et tout de suite, on va poursuivre du coup avec Karine Martin qui a déjà commencé à répondre à vos questions sur comment est-ce que finalement on identifie les personnes en situation de handicap susceptibles d'intégrer vos structures. Et donc, on va se poser la question du sourcing. Merci en tout cas. Alors, je vous remercie de me laisser la parole. Donc, je vais essayer de vous montrer le plus clairement possible comment Cap Emploi et plus globalement le service civique de l'emploi avec le rapprochement Cap Emploi Pôle Emploi peut opérer l'accompagnement des employeurs de l'IAE dans le cadre de, voilà, des recrutements, hein, que ce soit pour vos permanents ou pour vos publics en insertion. On peut passer. Donc, pour vous introduire quand même l'offre de services aujourd'hui qui est délivrée par les Cap Emploi franciliens et les Cap Emploi sur le territoire national, pour qu'on arrive ensuite au public uniquement demandeur d'emploi, hein, c'est que les Cap Emploi délivrent un service sans couture sur 2 périmètres d'action et donc de mission qui sont dévolus hein, dans le cadre de nos périmètres. On accompagne les publics vers l'emploi. Donc, c'est-à-dire, on propose des services qui visent l'accès à l'emploi de demandeurs d'emploi en situation de handicap dans des nouveaux lieux d'accueil qu'on appelle désormais les lieux uniques d'accompagnement, ou LUA. Hein, donc vous aurez entendu sans doute ces nouvelles appellations-là, peut-être certains d'entre vous directement par vos contacts respectifs ou lors des CTA auxquels vous participez, donc comité technique d'animation. Il faut revenir à la slide d'avant, s'il vous plaît. Pour vous représenter ce que ça comporte comme organisation à l'échelle Île-de-France, en fait, dans les agences Pôle emploi d'Île-de-France, c'est 121 teams handicap qui sont composés à la fois de conseillers Cap Emploi experts sur le champ du handicap et d'autres conseillers emploi de l'agence Pôle emploi. Donc 121 agences, enfin 121 LUA qui comprennent à l'intérieur des teams handicap qui sont constitués pour accompagner 100% des demandeurs d'emploi en situation de handicap qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi. À l'échelle régionale, ça représente 58 000 DE, BOE environ. Donc DE, BOE, c'est demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et donc ces équipes-là accompagnent dans les parcours de reconversion, de préparation à l'emploi. Ils sont là pour promouvoir les profils auprès d'employeurs privés comme publics. Sans vous détailler après comment tout ça s'articule, puisqu'on y vient un petit peu après, les Cap Emploi, pour compléter, poursuivent l'accompagnement de personnes demandeuses d'emploi non inscrites à Pôle emploi. Donc ça, c'est des organisations complémentaires pour toujours garantir l'accompagnement de l'ensemble des publics. Et souvent, on les incite à s'inscrire à Pôle emploi pour que ça leur permette d'avoir plus de services et d'accès à des opportunités d'emploi. Et le deuxième volet d'accompagnement des Cap Emploi, c'est l'accompagnement dans ou en emploi pour sécuriser les parcours de demandeurs d'emploi qui deviennent salariés ensuite, et donc pouvoir être accompagnés par un conseiller en évolution professionnelle ou un chargé de mission qui va agir sur le maintien dans l'emploi dès qu'il y a un risque d'inaptitude qui peut survenir ou être avéré. Donc voilà, il y a ces 2 champs d'action portés par les Cap Emploi qui s'articule après seulement sur un seul axe avec Pôle emploi pour vous évoquer ensuite la partie du sourcing. On peut passer à la suivante. Donc le rapprochement Pôle emploi Cap Emploi s'est opéré depuis plus d'1 an et demi maintenant. Pour les demandeurs d'emploi en situation de handicap, du coup, et les employeurs privés, publics et du secteur associatif, qu'est-ce que ça représente? En fait, c'est qu'aujourd'hui, donc, les demandeurs d'emploi ou les employeurs peuvent bénéficier d'une offre de services intégrée qui sont articulées entre Pôle emploi, Cap Emploi, et ça se passe au sein du lieu unique d'accompagnement.
Donc, les Cap Emploi détachent des conseillers dans les agences certains jours de la semaine pour accueillir une partie du public, demandeurs d'emploi de l'agence. La ventilation des publics, elle est répartie sur plusieurs conseillers, hein. Donc, il y a des conseillers de Pôle emploi qui ont une dominante handicap, qui accueillent et accompagnent des demandeurs d'emploi en situation de handicap, et une plus petite partie sur les demandeurs en difficulté, qui ont plus de besoins de compensation liés à leur situation de handicap, qui sont accompagnés par le conseiller du Cap Emploi. Et le reste du temps, c'est une articulation pour accompagner les employeurs et la montée en compétences sur le sujet handicap de l'agence. Et bien sûr, dans ce cadre-là d'action commun, on a un socle d'indicateurs communs et de résultats, voilà, qu'on doit piloter ensemble et essayer d'atteindre ensemble. Pour vous montrer comment ça s'articule et que vous puissiez mieux comprendre après comment ça s'opère, le rôle du conseiller Cap Emploi en agence Pôle emploi, et comment vous pouvez aussi plus facilement passer par son intermédiaire quand vous voulez essayer de trouver les bons interlocuteurs et de débloquer des situations. Donc, le rôle du conseiller Cap Emploi en LUA, donc le lieu unique d'accompagnement. D'abord, il est là pour apporter une expertise au sein de l'agence où il intervient. Il aide les conseillers de Pôle emploi à monter en compétences dans le domaine du handicap avec des temps d'échange, de pratiques professionnelles, l'organisation d'ateliers dédiés sur des thématiques. Il porte un diagnostic sous forme de diagnostic croisé sur certaines situations de demandeurs d'emploi en situation de handicap pour essayer de rechercher les meilleures pistes de réflexion et de solutions en fonction des besoins de la personne. Il participe à la construction de parcours des demandeurs d'emploi en situation de handicap les plus éloignés de l'emploi. Du coup, il peut être sollicité pour des expertises ponctuelles et venir en appui sur des situations pour débloquer, voilà, des points, éclairer des conseillers sur certaines situations. Il a bien sûr en charge lui-même un petit volume de personnes en accompagnement direct, qui ne sont pas forcément les plus proches de l'emploi. Et puis, sur la dernière marche, il agit toujours en articulation avec les conseillers de l'agence, mais là, cette fois, plutôt les conseillers à dominante entreprise de l'agence. Donc, c'est le service entreprise directement avec qui il travaille au sein de l'agence. Et il construit la relation avec les employeurs rattachés à l'agence voilà, du territoire où il intervient pour traiter les questions de recrutement, de sécurisation de parcours, d'intégration et d'adaptation des postes de travail. Donc, pour vous montrer quelques supports qu'on avait préparés dans les phases d'ouverture des LUA en termes de communication. Donc, le lieu unique d'accompagnement, c'est un lieu unique d'accueil et pour réaliser des démarches, aussi bien pour les demandeurs que les employeurs, permettre de bénéficier d'une offre de services intégrée, une expertise Pôle emploi Cap Emploi qui est mobilisable pour tout recrutement et tout besoin de maintien dans l'emploi. Après, donc, je vous montrerai sur une slide suivante comment on articule les champs de compétences des uns et des autres pour arriver à donner la meilleure réponse aux employeurs. Vous, dans vos habitudes de travail, vous pouvez continuer à rester plus régulièrement avec votre contact habituel, qu'il soit Cap Emploi ou Pôle emploi, mais après, il y a des synergies possibles et ce ne seront pas les mêmes interlocuteurs qui répondront aux mêmes questions. Si vous avez besoin d'une mesure PMSMP, d'une aide à la formation, d'une aide au maintien ou à l'intégration dans l'emploi, ensuite, ce n'est pas le même interlocuteur au sein de la team handicap qu'on va aller chercher ou au sein même de l'agence pour répondre à votre besoin. Mais en tout cas, tout le monde essaye d'être dans la même direction et de pouvoir monter, que tout membre de l'agence et surtout la team handicap soit en montée de compétences pour délivrer à minima la même information dès qu'un employeur contacte l'agence Pôle emploi pour une demande de recrutement. Donc, ensemble, Cap Emploi, Pôle emploi doivent pouvoir être en capacité de vous donner des informations sur l'emploi des personnes en situation de handicap pour favoriser le recrutement, pour bénéficier d'aide de l'AGFIP et du PHFP,
vous renseigner sur différentes aides et mesures qui pourraient être bénéfiques dans le cadre du recrutement ou du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap et vous informer sur la réglementation. Ça, c'est un petit exemple juste pour vous illustrer des exemples d'outils qui peuvent être proposés par Cap Emploi, en l'occurrence en direction de SIAE, quand j'exerçais sur la Seine-Saint-Denis. On pouvait sensibiliser les CIP des structures sur les bonnes raisons pour se faire reconnaître administrativement par la MDPH pour qu'ensuite ils aient des outils et des arguments et des facilités pour accompagner leurs salariés à aller vers cette démarche administrative. Voilà, c'est juste un petit exemple pour vous illustrer, mais bien sûr, l'information, elle est beaucoup plus large. On va s'adapter aux besoins que vous avez pour accompagner les salariés en situation de handicap, qui soient déjà reconnus administrativement ou pas encore. Sur le volet recrutement, les conseillers Cap Emploi, Pôle emploi peuvent ensemble ou séparément, hein, donc ça c'est une articulation qui se décide aussi dans les équipes de travail selon les plannings et puis voilà, les capacités à engager les démarches. Mais on peut vous accompagner dans les analyses de poste, l'appui à la rédaction de vos offres d'emploi. On précisait tout à l'heure de bien détailler toutes les contraintes, les postures de travail, les environnements de travail. C'est vrai que c'est important, ça l'est pour déjà tous les publics. C'est plus facile de se positionner sur des recrutements quand on a tous les tenants et aboutissants pour savoir de la même manière qu'on précise les horaires, les temps de travail, voilà, s'il y a des ports de charge, s'il y a du travail d'équipe, s'il y a des déplacements, de la mobilité, etc. C'est nécessaire pour tous les publics et ça l'est encore plus vrai pour les publics en situation de handicap. Ensuite, les équipes sont à même de pouvoir rechercher et présenter des candidats correspondant à vos besoins, de mettre en place des services selon ce qui est nécessaire pour accompagner tout employeur dans les recrutements. Alors pour les employeurs de l'IAE, c'est une slide qui est un petit peu générique. Vous n'avez pas forcément le droit de faire des PMSMP en amont de parcours de l'IAE. Après, pour les permanents, c'est différent. Mais en tout cas, c'est trouver les bonnes mesures qui pourront vous aider à accompagner le recrutement efficacement et pouvoir mobiliser les aides de droit commun ou spécifiques quand c'est nécessaire. On peut passer à la suite. C'est un exemple également de grille d'analyste de poste de travail qui peut être alors différent d'un Cap Emploi, d'une team handicap à l'autre, mais c'est pour vous illustrer que quand on accompagne les besoins de recrutement d'employeurs, très souvent, quand les fiches de poste sont pas suffisamment détaillées, pas du tout, ou qu'il y a des contraintes un peu majeures pour les publics en situation de handicap, on peut vous transmettre des fiches qui évaluent un petit peu plus les contraintes que vous connaissez très bien, puisque c'est vous qui accompagnez vos salariés habituellement. Et on peut aussi se déplacer en rendez-vous, donc seul ou à plusieurs de la team handicap, pour étudier les postes de travail et identifier ce qui pourra être peut-être le plus restrictif ou le plus contraignant dans la recherche de profil. Et on ne parle pas seulement de contraintes physiques, on évalue bien sûr l'accès aux postes de travail, les déplacements, le rythme, les postures de travail, les aptitudes gestuelles, sensorielles, cognitives qui sont nécessaires. Est-ce que c'est des personnes qui devront travailler dans un entrepôt au froid, au chaud, notamment dans les tolérances d'ambiance de travail? Est-ce que c'est des personnes qui auront besoin de travailler en lien avec du public? Est-ce que c'est des personnes qui travailleront en équipe ou pas? Est-ce qu'il y aura beaucoup de déplacements? Est-ce qu'il y a beaucoup de polyvalence dans les missions ou pas? Et bien sûr, les aptitudes psychologiques et sociales sont évaluées également. En troisième point, les employeurs, y compris ceux de l'IAE, peuvent bénéficier de conseils et de services en lien avec la compensation du handicap, donc pour faciliter les adaptations de poste et l'intégration de collaborateurs. Alors, sur les publics en situation de handicap, il n'y a pas de généralité. On ne peut pas indiquer que ça serait faux de vous dire que toute intégration nécessite des adaptations de poste de travail, qu'elles soient organisationnelles ou matérielles.
quand les postes de travail sont bien expliqués en amont, que les candidatures sont bien positionnées en connaissance en amont des capacités de travail des personnes, de leur posture, des ambiances de travail dont elles ont besoin. Ça, c'est pour les personnes déjà reconnues avant un parcours. Il y a souvent peu besoin de mettre en place des adaptations. On peut être vigilant sur la phase d'intégration, c'est surtout cette phase-là qui est primordiale, mais les adaptations de postes de travail sont minimes. Après, quand il s'agit d'adapter des postes de manière à simplifier une organisation dans les tâches, dans le rythme ou dans le matériel utilisé, vous êtes accompagné par différents acteurs, Cap Emploi, puis la GFIP qui interviendra après. Et puis, si nécessaire, quand pour un de vos collaborateurs, vous rencontrez un besoin d'accompagnement sur le maintien dans ou en emploi, donc on parle de maintien habituellement au-delà de 6 mois de présence pour un salarié dans une entreprise. Pour les salariés en situation de handicap qui sont personnels en insertion, ils restent toujours inscrits comme demandeurs d'emploi, donc on ne les considère pas comme des salariés au même titre qu'un salarié permanent. Donc ça peut être des équipes différentes qui vont agir sur la situation, s'il y a un besoin de prévenir une aggravation ou la survenue d'un handicap. Mais en tout cas, vous aurez toujours des équipes dédiées qui pourront vous accompagner pour identifier et sécuriser la recherche de solutions pour voir si la personne peut rester dans sa fonction ou s'il y a des adaptations à envisager ou si on doit accompagner une mobilité externe, un reclassement externe. Et pour résumer un petit peu, même si on ne vous demande pas de retenir tous ces éléments-là, c'est vraiment à titre d'illustration parce que ce qu'on essaye de dire à chaque fois, c'est que chaque employeur, dans le cadre du rapprochement Pôle emploi, Cap emploi, peut garder son contact d'origine qui soit plus étroit avec le Cap emploi ou avec le Pôle emploi. Il y a des situations où les employeurs ils nous mettent à 2 interlocuteurs en copie. L'important, c'est qu'on délivre ensuite un service qui soit efficace pour les publics en situation de handicap et puis pour vous en tant qu'employeur. Parfois, ça nous demande de travailler en synergie avec plusieurs interlocuteurs parce que, par exemple, vous, en tant qu'SIAE, votre interlocuteur premier, c'est souvent quand même le référent IAE de l'agence Pôle emploi auquel vous êtes rattaché. Mais le référent IAE, on essaye, nous, après, au sein de l'agence, de le faire travailler avec la team handicap, qui est composée de conseillers qui font partie de son équipe aussi et qui est composée d'un expert handicap. Le référent IAE, il connaît bien le secteur de l'IAE, il connaît moins la sphère du handicap, toutes les aides possibles pour accompagner les intégrations et les adaptations de poste. Il ne repère pas forcément, d'ailleurs, toutes les SIAE du département et celles qui pourraient être handi accueillantes pour les publics. Donc, c'est avec nos synergies respectives et nos connaissances respectives et nos réseaux qu'on arrive à construire quelque chose d'efficace. Donc, en fait, j'ai fait une petite slide pour vous montrer à quel moment Pôle emploi, Cap emploi peuvent agir sur des socles communs d'action et à quel moment c'est surtout Cap emploi à qui on passe le relais, notamment pour les études de poste, les analyses de poste de travail, accompagner l'intégration et accompagner les besoins d'adaptation de poste de travail, toujours en lien avec les acteurs de la santé au travail aussi. Et puis, vous illustrez que pour garder une forte action en direction du recrutement de publics en situation de handicap au sein de l'IAE et poursuivre les efforts de mobilisation qui étaient déjà déployés dans les Cap emploi en Île-de-France. On a organisé Pôle emploi, Cap emploi, des actions pour montrer aux conseillers, à tous les conseillers des teams handicap, que l'IAE était un vrai levier pour le retour à l'emploi des publics en situation de handicap. Pas seulement parce qu'ils sont définis comme public cible et prioritaire parmi d'autres dans ce que vous négociez chaque année avec l'État et dans vos dialogues de gestion, mais aussi parce que c'est un vrai parcours qui est proposé aussi pour les publics dans l'IAE,
avec des équipes qui font un gros travail pour la levée des freins périphériques, linguistiques, psychosociaux, et que ce temps de parcours peut aider aussi certaines personnes à construire leur parcours de retour à l'emploi et à mieux se projeter sur le marché du travail. Donc, on peut passer à la suivante, en fait. Il s'est tenu une série de webinaires en mai 2022 qui portait le nom de l'IAE, un levier pour les personnes en situation de handicap, pour apporter un appui dans les teams TH. Donc, c'était animé par la DR de Pôle emploi, en lien avec Cap Emploi, et les chargés de mission territoriaux IAE qu'il y a sur chaque département francilien. Donc après, c'est un travail qui doit se renouveler, se reconduire bien sûr dans les agences, parce qu'il y a des équipes qui peuvent changer et qu'il faut toujours rappeler les bénéfices de certains dispositifs, mais il y a déjà eu cette intention d'embarquer ce qu'on appelle donc les teams TH dans les agences pour que l'IAE soit aussi utilisé comme levier de retour à l'emploi. On a bien sûr fait en sorte que chaque conseiller dans les teams handicap crée et utilise son compte sur la plateforme Les Emplois de l'Inclusion. Donc normalement, aujourd'hui, quand vous recevez des candidatures plutôt sous format peut-être spontané par rapport à vos offres, c'est plus seulement les référents IAE des agences qui doivent prescrire le public. Donc il y a aussi, par ce biais-là, vous pouvez voir plus de conseillers différents que ce que vous aviez comme habitude avant, qui vont vous prescrire des demandeurs d'emploi en situation de handicap via la plateforme. Et après, charge à vous de voir dans vos structures aussi comment vous pouvez peut-être faire un traitement un petit peu plus fin de ce public-là qui vous est orienté, pour peut-être pas qu'il s'engouffre dans le flot de candidatures que vous avez, puisque je sais qu'on peut aussi mettre des alertes sur la plateforme quand on a plus de 20 candidatures en traitement, ce qui est bien aussi pour vous diminuer ce traitement administratif de la plateforme, mais qu'il y ait des échanges, voilà. Et puis, c'est pas seulement la plateforme qui fait tout, il faut toujours garder des échanges entre partenaires pour que, et d'autant plus pour ce public-là, parce que les conseillers du service public de l'emploi ont besoin de détails sur les postes de travail. Ils ont besoin des fois de vous expliquer certaines situations, de vous poser des questions pour savoir si finalement ce serait possible de l'intégrer dans une équipe. Et puis si c'est pas possible, après on repart sur d'autres recherches de postes plus adaptés, chacun d'entre vous ayant des organisations de travail spécifiques. Je vais juste terminer deux points sur la slide d'avant. Par rapport au rôle d'expert que Cap Emploi peut apporter dans les teams handicap, c'est que sur nos territoires, on a pu identifier quelques structures qui sont handi accueillantes ou handi bienveillantes, et il y a également des SIAE qui sont 100% destinés au public en situation de handicap. On a même une ETTI qui est connectée aujourd'hui, Cap Intérim, qui s'est dédiée à ce public-là. Voilà, j'ai d'autres exemples en Île-de-France. Il y a une EITI aussi qui est dédiée 100% aux travailleurs indépendants en situation de handicap. Donc, c'est pouvoir nous faire rayonner ces structures-là auprès de différents partenaires, et le plus important, c'est de les faire rayonner dans les teams handicap pour que les conseillers s'approprient ces dispositifs et qu'ils aient aussi le réflexe de les mobiliser en cas de besoin. Donc ça, c'est l'expertise que nous, on essaye de porter, même si ce n'est pas après le Cap Emploi qui va prescrire toutes les candidatures publiques en situation de handicap. Et puis, bien sûr, on a la possibilité, et on l'a déjà fait, d'organiser des visites conjointes dans vos structures. Donc, on peut tout à fait organiser une visite où le chargé de mission expert Cap Emploi vient avec le référent IAE de l'agence ou le référent handicap de l'agence. Et à plusieurs, on arrivera à aussi mieux accompagner vos besoins de recrutement. Donc, et pour vous aider à avoir des clés d'entrée, si vous n'en avez pas suffisamment et que vous avez besoin d'un éclairage plus précis sur certains points, vous avez cette liste de contacts par département qui vous permet d'avoir des correspondants IAE qui ensuite verront comment ils articulent la réponse pour vos structures sur chaque territoire. Et bien sûr, Kéops Île-de-France peut répondre aussi. On est resté en contact aussi sur le slide quand il y a des besoins d'accompagnement ou pour monter des actions particulières selon vos besoins. Parfois, certains d'entre vous ont une portée régionale aussi. Donc, on peut répondre à certaines demandes et ensuite l'articuler en lien toujours avec Pôle emploi derrière.
Merci beaucoup, Karine, pour tous ces éléments. Donc, encore une fois, vous aurez accès au PowerPoint après ce webinaire. Donc, vous retrouverez tous les contacts qui vous ont été présentés. On est un tout petit peu contraint par le temps, donc si vous avez des questions, je vous propose de les mettre par écrit et Karine se fera une joie, j'en suis sûre, de vous répondre. Et puis encore une fois, on pourra les mettre dans la foire aux questions. Et je vais tout de suite laisser la parole du coup à l'AGFIP, donc à Faouzia Bousma, Yasmina Ensar. Et puis Karine nous représentera une étude de cas pour vous détailler un petit peu toutes les aides et tous les types d'appuis disponibles pour vous aider à insérer les personnes en situation de handicap dans vos structures. Merci Marion. Donc voilà, on va vous présenter l'offre de service, donc un panorama global de la GFIP, ce qu'on peut vous apporter, comment on peut vous accompagner pour l'intégration, mais aussi le maintien en et dans l'emploi de vos salariés reconnus travailleurs handicapés. Donc voilà, on va aborder la GFIP, donc pourquoi, comment, très succinctement. Donc voilà, on va vous diffuser 3 minutes qui vont vous situer la GFIP. Souvent, on nous connaît de nom, mais pas forcément nos missions, puisqu'elles sont diverses et variées, elles sont très riches. Nos principes d'intervention, vers qui notre offre de service donc, est accessible, est ouverte, donc les personnes en situation de handicap, mais aussi les entreprises, l'éligibilité des personnes et des employeurs aussi. On va aborder donc les grandes familles d'aides que nous avons, des aides à la personne et des aides aux entreprises. Et le focus sur la prestation d'appui spécifique et les études ergonomiques, si on aura le temps, mais je ne pense pas, ce sera peut-être plutôt pour une prochaine fois, mais on l'abordera quand même dans la présentation. C'est parti. Le saviez-vous ? En France, l'emploi des personnes handicapées est aujourd'hui une réalité. Près d'1 million d'entre elles travaillent et 80% des entreprises de 20 salariés et plus emploient au moins une personne en situation de handicap. Chaque année, avec l'aide de la GFIP, près de 70 000 personnes handicapées signent un contrat de travail et 18 000 personnes conservent leur emploi. Qu'est-ce que la GFIP ? C'est l'association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Créée en 1987 pour développer l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises, la GFIP est gouvernée par des représentants des entreprises, des salariés, des personnes handicapées et de l'État. Nos actions sont financées par les contributions des entreprises privées qui ne remplissent pas totalement leur obligation de 6% de travailleurs handicapés dans leur effectif. Nous sommes 450 collaborateurs présents sur 21 sites, en métropole et dans les départements d'outre-mer. Au plus près des besoins, nous proposons des services et des aides financières aux personnes en situation de handicap et aux entreprises. Aux personnes handicapées, nous proposons des solutions ciblées et personnalisées tout au long de leur parcours d'insertion vers l'emploi, notamment pour s'orienter, se former, obtenir un contrat de travail ou même créer une entreprise. Nous soutenons également les salariés devenus handicapés ou dont le handicap évolue, afin qu'ils puissent continuer à travailler et évoluer. Pour eux, nous mettons tout en œuvre pour leur permettre de compenser leur handicap. Des solutions simples, comme par exemple prendre en charge le coût d'un taxi pour une personne ayant des difficultés à se déplacer, jusqu'à l'aménagement d'un camion pour permettre au chauffeur ayant perdu l'usage d'une main de conserver son emploi. Nous conseillons et accompagnons les entreprises, quelle que soit leur taille, pour inclure le handicap dans leur politique de ressources humaines. Lors de rendez-vous personnalisés ou dans le cadre du réseau des référents handicap, nous construisons avec elles des actions concrètes. Nous mettons également à leur disposition des guides, des vidéos, un jeu pour sensibiliser leurs équipes au sujet emploi-handicap et leur proposons aussi des actions de communication clés en main pour valoriser leur engagement. Pour les acteurs de la formation, la ressource Handicap Formation propose soutien et conseils pour mieux prendre en compte le handicap en formation. Acteur de référence sur le sujet de l'emploi des personnes en situation de handicap, la GFIP est l'interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics, de tout acteur de l'emploi, de la formation et du handicap, au niveau territorial et national. Avec eux, nous construisons des politiques publiques qui donnent toute leur place aux personnes handicapées. Enfin, parce que nous sommes convaincus que le handicap fait progresser les entreprises et la société tout entière, nous soutenons les innovations qui permettent de construire un marché de l'emploi toujours plus inclusif.
Voilà, donc comme je vous le disais, voilà, nous faisons énormément de choses sur l'insertion et le maintien en et dans l'emploi donc des personnes handicapées, voilà, qui a été condensé sur ces 3 minutes de présentation. Alors, on a évolué, on est plutôt maintenant autour de 500 collaborateurs, donc plus de 30 basés en Île-de-France. Donc, au niveau de la région Île-de-France, il y a une seule antenne, elle est à Arcueil, là où nous nous situons. Et donc, comme vous avez pu le voir, donc nous, en effet, nous dispensons de la compensation du handicap, mais aussi au travers de l'emploi, et on le verra tout à l'heure dans les aides à la personne, mais aussi aux entreprises. En effet, on a aussi un rôle d'expertise, de conseil et aussi d'accompagnement que nous faisons en direction des entreprises, en effet, pour qu'ils incluent dans leur service RH, en tout cas au niveau de leur politique des ressources humaines, la thématique du handicap. Donc, ça peut être par des actions de sensibilisation à direction des collaborateurs, que ce soit des managers, que ce soit des membres du CSE ou autres des entreprises. Et on va pouvoir accompagner justement les entreprises à s'étoffer, à se déployer sur le champ du handicap. Donc, on est aussi, en effet, sur le champ de l'innovation, puisque c'est important aussi pour nous, puisque voilà, c'est les nouvelles technologies, le monde évolue aussi. Donc, nous avons une appétence sur ce champ-là. Donc, pour être présent aussi, proposer des solutions de plus en plus innovantes dans le cadre de l'insertion et du maintien en emploi. On peut passer à la slide suivante. Alors, nos 5 principes concernant notre offre de service. Qui sont. Donc, nous nous adressons donc aux personnes qui sont bénéficiaires donc de l'obligation d'emploi, donc selon l'article du Code du travail qui est mentionné, ou bien qui ont fait la démarche de déposer donc une demande de reconnaissance de titre administratif auprès de la MDPH, et ne serait-ce qu'avec l'accusé de réception, nous pouvons intervenir dès lors qu'elle a au moins un minima un accusé de réception en attendant la réponse, puisqu'en fonction des MDPH, les délais peuvent être plus ou moins longs. Et donc, pour ne pas pénaliser, surtout pour sécuriser le parcours de la personne, que ce soit en insertion ou en emploi, on va pouvoir, nous, intervenir dès lors qu'elle aura fait cette démarche-là et à minima avoir donc cet accusé de réception. S'adresse aussi aux employeurs donc, du droit privé, ou qui relèvent de droit privé exclusivement, puisque tous les agents de la fonction publique, en tout cas la partie fonction publique, est gérée par le FIPHFP, comme l'avait mentionné Karine précédemment. Donc, on a aussi ce principe de complémentarité au dispositif de droit commun. Concrètement, ça veut dire qu'on va nous venir étudier un financement possible dès lors que les dispositifs et les aides qui sont mobilisables par les personnes ne permettent pas d'acheter ou d'acquérir en tous les cas le matériel ou de faire l'action dédiée. Donc, elles ont un reste à charge et nous, on va venir avec bien sûr nos critères d'éligibilité, dans la mesure où elles répondent à ces critères-là, venir les soutenir financièrement pour arriver à un zéro reste à charge. Donc, on n'est pas donc, quand on nous sollicite, au final, on demande toujours à ce qu'il y ait une démarche qui soit faite auprès notamment de la MDPH dans le cadre de la prestation de compensation de handicap, qui peut intervenir sur différents champs, différentes aides que nous proposons et qui sont quasi à l'identique, à la seule différence que nous n'intervenons pas sur le champ de l'habitation, donc tout ce qui est social et personnel, dans tous les cas de la personne, c'est aménagement réalisé à domicile, nous n'intervenons pas, mais en tous les cas, nos aides sont calées aussi, nos montants sur celles de la MDPH. Donc, c'est un principe très important, vraiment la complémentarité au droit commun. Il faut savoir que nos aides ne sont pas accessibles de droit. En effet, toute personne, tout employeur peut nous solliciter et nous déposer une demande d'intervention. Simplement, d'ailleurs, nous avons donc des principes et des règles et des critères d'éligibilité qui fait qu'en fonction de la situation et de ce qui est demandé, toujours au regard de la stricte compensation du handicap, soit pour une personne qui s'inscrit dans un parcours vers l'emploi ou bien qui est salarié à ce moment-là, on va du coup appliquer ces critères-là et pouvoir intervenir. Mais ça, c'est très important. Voilà, ce n'est pas automatique, ce n'est pas un droit, les aides de la GFIP. On peut aussi avoir certaines aides, en effet, qui vont nécessiter une expertise, et de ce compte-là, on va renvoyer, ou en tous les cas orienter la personne ou bien l'entreprise vers un de nos intermédiaires, enfin, en tous les cas, une des structures qui va pouvoir faire de l'intermédiation, notamment les Cap Emploi, le Pôle Emploi et les missions locales, donc service public de l'emploi,
qui vont pouvoir donc vous accompagner et mobiliser justement cette aide parce que justement, ça va nécessiter une expertise, un accompagnement plus en détail et donc pour le coup, vous ne pourrez pas nous solliciter en direct. Dernier principe aussi, c'est la non-rétroactivité. Donc, sur le principe, il faut nous solliciter bien en amont du démarrage de l'action, tout simplement parce que si une entreprise ou une personne réalise une action et qu'elle en a eu pour un très gros montant en pensant que nous pouvons intervenir et que malheureusement par rapport et au regard de nos critères d'éligibilité, ce n'est pas le cas, voilà, c'est très très compliqué après pour les personnes ou pour aussi les entreprises. Donc, plus on est sollicité en amont, plus on peut nous statuer et se positionner et dire financièrement, voilà, sur un montant qui nous a été demandé, combien la GFIP concrètement peut prendre en charge et donc chacun connaît éventuellement s'il y a un reste à charge ou pas. Donc le principe de non-rétroactivité aussi est très très important. Alors l'éligibilité à notre offre de service. Allez-y Marion. Voilà, c'était le petit bug. Donc les personnes éligibles. Donc comme je vous le disais précédemment, donc voilà les bénéficiaires de l'article donc du code du travail donc qui s'affiche ou bien qui s'engage. Donc on est sur la personne qui a déposé une demande et qui a eu un minima un accusé de réception. Ça s'adresse aussi aux personnes qui résident sur le territoire français ou bien qui est dans un pays limitrophe mais qui travaille dans une entreprise qui est établie sur les territoires français uniquement au titre des aides à l'entreprise. On fait aide à l'entreprise et aide à la personne. Les salariés, donc tout salarié d'une entreprise de statut privé soumis au Code du travail français. Et on fait aussi les personnes à partir de 15 ans, donc pour les jeunes, donc à partir de 15 ans, en effet, puisque l'alternance démarre à partir de cet âge-là. Donc, nous commençons au final, voilà, la personne peut être éligible dès lors qu'elle a 15 ans. Et aussi, il faut savoir que nous n'avons pas de limite d'âge dès lors que la personne elle est en capacité, au final, hein, de justifier son activité, et ce qui est de plus en plus dans l'air du temps, notamment voilà, avec les évolutions, notamment concernant les droits à la retraite. Alors, pour des personnes aussi, ça c'est important, qui n'ont pas la nationalité française et qui nous sollicitent, elles doivent avoir, au moment où elles nous font un dépôt de dossier, donc la demande, elles doivent avoir un titre de séjour valable à ce moment-là. Mais elles sont pour le coup aussi éligibles. Donc, qui peut en bénéficier de la GFIP? Concrètement, donc, ce sont les salariés du secteur privé, donc des entreprises. Alors, si elles sont que ce soit sous accord de branche ou bien d'entreprise, quel que soit le taux d'emploi, le salarié, lui, peut bénéficier de nos aides au titre, on va le voir après, par exemple, d'une aide humaine, d'une aide technique ou bien d'une aide au déplacement, surtout. Les salariés qui travaillent aussi en entreprise adaptée, quel que soit leur statut justement au sein de ces mêmes structures. Les salariés qui relèvent justement des structures d'insertion par l'activité économique, donc ce qui est votre cas, les salariés intérimaires et aussi les jeunes qui accomplissent une mission de service civique. Alors, il y a une catégorie de population qui ne peut pas en direct nous solliciter, ce sont notamment des ESAT, des usagers. La GFIP intervient pour le milieu ordinaire, n'intervient pas dans le cadre du milieu protégé. Donc, c'est pour cela que les ESAT, les usagers des ESAT ne sont pas aujourd'hui, en tous les cas, bénéficiaires de notre offre de service. Les stagiaires qui sont aussi en centre de rééducation professionnelle, donc les ESRP, compte tenu justement, quand on dit la spécificité de ces établissements-là, c'est-à-dire que la personne qui rentre dans ces établissements, c'est au regard de son handicap, et donc l'établissement est en capacité de l'accueillir, de lui fournir les moyens nécessaires à poursuivre sa formation notamment. Mais pour anticiper, pour justement éviter des ruptures de parcours et justement continuer sa dynamique une fois qu'elle a terminé sa formation pour rechercher un emploi, dès lors qu'elle va être dans les 9 mois de sa sortie, elle pourra nous solliciter si elle en a besoin dans le cadre de la compensation de son handicap au travers de nos aides. Donc en général, ce sont des aides techniques voilà, pour acquérir du matériel. Alors, les titres de bénéficiaires, je ne vais pas tous vous les balayer parce que vous allez avoir le support, mais voilà, on vous a mis donc, les titres de bénéficiaires et les structures qui la délivrent. Donc, par exemple, la MDPH, donc on va être sur la RQTH, la carte d'invalidité ou bien la carte de mobilité inclusion qui porte bien la mention invalidité.
invalidité et qui délivre aussi l'allocation adulte handicapé. Vous avez la sécurité sociale, donc on est là plutôt sur un accident de travail qui va générer une IPP qui va être supérieure à 10% ou égale à 10%, ou bien une pension d'invalidité. Et vous avez après les autres statuts éventuellement qui vous sont indiqués. Alors, l'éligibilité des entreprises. Donc, entreprises et associations de droit privé ou qui relèvent du droit privé. Alors, la petite subtilité entre le droit privé ou qui relève du droit privé, c'est qu'il y a des établissements publics qui ont une comptabilité de droit privé. Et donc, malgré que ce sont des établissements publics, elles peuvent prétendre à notre offre de service. Donc, c'est ça la différence entre une association ou une entreprise de droit privé, et là, il n'y a pas de question qui se pose, ou bien celle qui en relèverait, mais de par leur nature, de prime abord, elle ne serait pas forcément éligible à notre offre de service. Et il faut aussi, puisque la GFIP est nationale, donc elles exercent bien sûr sur le territoire national. Il y a une petite précision pour les entreprises adaptées et les entreprises qui signent un accord de branche ou de groupe ou bien d'entreprise. Alors, sous condition, ça dépend surtout pour celles qui ont signé un accord, donc notamment avec le service de l'État, c'est si l'atteinte des 6% a été honorée ou pas. Si elle n'a pas été honorée, pas atteinte en tous les cas, notre offre de service n'est pas ouverte à ces entreprises-là. Par contre, à leurs salariés, comme je vous le disais précédemment, oui. Et pour les entreprises adaptées, c'est moyennant le différentiel avec les deux postes. C'est pour ça qu'on pose certaines conditions. Alors, les grandes familles d'aide. Voilà. Alors, schématiquement, donc vous avez les aides à la personne et vous allez aussi avoir les aides qui concernent vous, employeur en direct. Donc, on a tout un parcours d'aide qui peut être mobilisable en amont de l'emploi, donc on est plutôt sur les parcours d'insertion, mais aussi tout un panel d'aides et des prestations et de services qui pourront être mobilisés dans le cadre du maintien en emploi ou bien dans l'emploi. Donc, en violet, donc on a les prestations, donc les prestations à GFIP, donc elles sont plusieurs et elles concernent les salariés, mais aussi les demandeurs d'emploi. Par exemple, la prestation d'appui spécifique qui permet, dès lors que vous intégrez une personne en situation de handicap, d'identifier éventuellement s'il y a des éléments à mettre en place, des éléments que ce soit techniques, organisationnels ou bien humains à mettre en place pour l'accueillir et sécuriser son intégration en emploi et lui permettre de se maintenir. Donc, on a des prestataires en fonction de chaque déficience. Donc, ce sont des experts dans leur domaine qui vont permettre de vous apporter cet éclairage-là, cette expertise-là. Alors, en tant qu'employeur, bien sûr, vous êtes prescripteur en direct, c'est-à-dire que ces prescriptions, enfin, tout ce qui est de l'ordre des prestations, c'est forcément relayé par un de nos prescripteurs, donc le SPE, mais aussi d'autres entités identifiées. Mais la plupart du temps, donc, c'est le service public de l'emploi, donc le Cap Emploi sur l'axe maintien, ou bien des conseillers Pôle emploi, Cap emploi et mission locale pour les demandeurs d'emploi. Et donc, au regard au final de la situation et du besoin à étudier, soit on va pouvoir répondre à votre besoin par une prestation, et donc des préconisations et mettre en œuvre avec vous un plan d'action et arriver à la solution identifiée, ou bien ça va être des aides aussi qui vont pouvoir être mobilisées justement pour mettre en œuvre ce que l'expert lors de la prestation aura relevé. Alors, il y a différentes prestations, comme je vous le disais, donc les prestations d'appui spécifiques, ça c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé, notamment dans les parcours vers l'emploi, mais aussi en emploi, comme je le disais, dans le cadre d'intégration, ce qui est très important. Ça peut faire aussi des sensibilisations donc, au collectif, d'intégrer une personne en situation de handicap, sans bien sûr stigmatiser la personne, mais ça permet aussi de donner une première couche de vernis, en tous les cas, à ses collaborateurs sur les sensibiliser sur faut faire aussi un petit peu attention à son environnement et c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'une personne en situation de handicap qu'elle ne l'est pas. Donc c'est des prestataires vraiment qui font plusieurs actions dédiées donc avec vous et c'est vrai que au final nous définissons vraiment en termes de besoins. C'est pas quelle aide je coche ou j'ai une personne en situation de handicap, qu'est-ce que je peux demander à la GFIP, qu'est-ce que je peux avoir comme accompagnement. C'est vraiment une situation complexe ou non, mais en tous les cas, une situation pour laquelle vous rencontrez une difficulté qui est liée à un handicap,
Après, la connaissance, la non-connaissance du handicap, j'ai envie de vous dire, pour nous, elle n'est pas, elle est pas importante. C'est-à-dire que moi, si vous me dites demain, vous m'appelez, vous me dites, bah, Yasmina, j'ai un salarié, il est en situation de handicap psychique, donc je ne sais pas quoi faire, je vais vous répondre, bah, moi non plus. OK, il a un handicap psychique ou un autre handicap, mais moi, personnellement, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Par contre, je vais vous poser la question, quelle difficulté il a ou vous avez avec lui, soit pour communiquer ou soit pour faire son travail. Et là, après, on va pouvoir vous accompagner à mobiliser soit la prestation ou l'aide qui va correspondre à l'analyse et à la réponse de ce besoin. Donc, c'est vraiment ça, nous, qui va conditionner et motiver notre action, c'est vraiment le besoin. On aura toujours une réponse à vous apporter et on vous accompagnera. Ça, là-dessus, il n'y a pas, y a pas trop de sujet. Mais vraiment, c'est le besoin. Si vous n'identifiez pas, vous, la solution qui vous pose problème, on ne pourra pas malheureusement, nous, juste avec voilà, la notion d'un handicap, qu'il soit psychique, cognitif ou bien auditif, on ne pourra pas vous apporter une solution plus concrète. Après, il faut savoir que pour les personnes, notamment, il y a différents types d'aides, donc aide humaine, aide technique ou bien des aides au déplacement. Donc, encore une fois, au regard du besoin, en fonction de l'étape de parcours aussi de la personne, si c'est un salarié ou bien s'il est en emploi. Par exemple, si on prend l'aide au déplacement, une personne qui aujourd'hui est en situation de handicap et qui ne peut pas prendre les transports en commun, parce que l'aide au déplacement, c'est quelque chose qui est spécifique. Hein. On n'est pas pour prendre en charge, bien sûr, des passes Navigo, on est sur de la spécificité vraiment dans le cas de la compensation. Donc, ça va être une personne qui, au regard de son handicap, ne peut pas prendre, du coup, les transports en commun et doit avoir recours à un transporteur spécialisé, PTC ou taxi ou autre. Et ben, on pourra, nous, venir en complément de la MDPH, venir intervenir financièrement, donc pour prendre en charge un coût trajet domicile-travail, travail-domicile. Pareil pour l'employeur, si demain il y a un aménagement à mettre en place, qui soit technique, matériel ou bien organisationnel, on va pouvoir, nous, venir vous soutenir financièrement à mettre en place la solution de maintien qui aura été validé par le médecin du travail, par éventuellement aussi l'accompagnement que le Cap Emploi fait, parce que ce sont nos partenaires. Et c'est vrai qu'on a, et on invite aussi les entreprises à se faire accompagner et identifier vers le Cap Emploi, parce qu'il a une expertise aussi sur notre offre de service. Il va pouvoir aussi être pas que un relais, entre guillemets, boîte aux lettres, et il va pouvoir vous apporter, au-delà de son expertise, aussi ce lien entre le salarié, entre vous, entre la médecine du travail, entre tout l'écosystème, parce qu'il est riche et il est vaste, et souvent on n'a pas forcément tous les tenants et tous les aboutissants vers qui se retourner quand on est dans cette situation. Donc c'est vrai que l'accompagnement du Cap Emploi là-dessus va permettre aussi d'être une ressource supplémentaire pour vous. Donc, et dès lors que tout ça est mis en place, que ce soit par un prestataire pour la prestation d'appui spécifique ou bien une prestation d'études ergonomiques, si la situation de maintien est complexe, en tous les cas l'étude est complexe, bah, le Cap Emploi va pouvoir vous accompagner aussi dans cette démarche-là. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc là, vous avez le Méthodia, donc sur notre site, comme ça a été indiqué, www.gfip.fr. Vous retrouvez en fait notre catalogue, donc notre offre de services, des aides financières, pas que des aides, donc il y a des services, il y a des accompagnements, comme je vous le disais précédemment. Et pour le coup, vous pouvez après aussi déposer en ligne donc les demandes d'aide concernant vos salariés ou même voilà, le notifier aussi à vos salariés s'ils sont indépendants avec l'outil informatique, de pouvoir nous solliciter et nous déposer des aides en toute autonomie. Slide suivante. Et là, je passe la main à ma collègue Karine, du coup, pour l'exemple d'adaptation de poste. Alors, Karine, ton micro. C'est un cas qu'on vous présente qui est en articulation avec une des aides qu'a pu présenter la GFIP en amont, enfin 2 aides d'ailleurs, pardon, je dis des bêtises. Je vais essayer de faire court pour vous illustrer de manière assez synthétique ce qui s'est passé. Donc, c'est l'exemple d'une adaptation de poste de travail qui a été au bénéfice d'une salariée en insertion du chantier d'insertion, de l'atelier chantier d'insertion Rebelle qui est basé en Seine-Saint-Denis. Ils n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, ils sont retenus sur une réunion. Donc, pour Madame C, qui était en CDD d'insertion depuis septembre 2020 sur un poste d'opératrice de production, donc en fabrication de confitures sur du temps partiel, une femme âgée de 40 ans, avec une reconnaissance administrative du handicap obtenue en cours de parcours, donc 1 an et demi après.
qui a permis quand même à la structure de l'IAE de demander une extension d'agrément pour le pass IAE au titre de la RQTH. Hein. Donc, le parcours avait pu être prolongé pour sécuriser le parcours de cette salariée. Et donc, une salariée reconnue administrativement pour un handicap moteur qui impactait, qui impacte toujours d'ailleurs, ses capacités motrices au niveau des membres supérieurs et du rachis, et qui, en termes d'activité au travail, la mettait en difficulté pour manipuler l'ensemble des outils, marmites, casseroles, ustensiles lourds, et qui la restreignait sur le port de charge, notamment des cartons de pot, de confiture, des cagettes de fruits. Alors, le contact avec le Cap emploi, je vous ai fait sous forme historique, en fait, l'ordre des actions qui ont été mises en place. Donc, il y a déjà eu tout un travail fait par l'équipe de Rebelle pour accompagner la salariée, être vigilant sur l'obtention de son statut administratif de handicap. Avant même de contacter le Cap emploi, il y avait déjà des petites solutions d'adaptation de tâches et de la recherche de solutions en interne pour alléger le travail sur des éléments qu'ils avaient pu repérer. La prise de contact s'est faite avec le Cap emploi en décembre 2022, donc après l'obtention du statut. Et donc, on a accompagné d'abord l'ACI dans le diagnostic du besoin en termes de situation par rapport à la durée de parcours qui pouvait rester aussi pour la salariée dans la structure, par rapport au poste occupé, par rapport aux contraintes déjà identifiées. On a pu informer sur les aides et prestations mobilisables de la GFIP, donc qui peuvent être prescrites par Cap emploi, Pôle emploi ou les missions locales. Assez rapidement, donc on a mis en place une prestation d'appui spécifique, donc une PAS sur le champ du handicap moteur, avec l'accord de la salariée, puisqu'elle est obligée de signer la fiche de liaison, en fait, hein, pour engager la démarche. C'est pas que à l'initiative de Cap emploi ou de l'employeur. Il faut que tout le monde soit volontaire dans cette démarche. Donc, le prestataire a pu engager une évaluation des capacités de la salariée par rapport à ses contraintes de santé. Sur plusieurs étapes différentes, il y a eu une étude du poste de travail, donc faite déjà sur fiche de poste, puis ensuite en se déplaçant sur le lieu de travail, sachant qu'en plus c'est une entreprise, le Rebelle a déménagé entre-temps de site de travail, donc le prestataire s'est déplacé en fait 2 fois parce que la première étude ergonomique a été faite par rapport à des environnements précis de locaux et d'organisation de travail, et a dû revenir sur le nouveau lieu de travail où les postes étaient organisés un petit peu différemment. Puis ensuite, le prestataire transmet une synthèse, des conclusions du bilan de l'étude réalisée, avec des préconisations en termes soit de matériel, d'organisation, ou les deux, qui peuvent être proposés, qui de toute façon sont ensuite à rééchanger avec l'employeur, la salariée, et validés aussi par le médecin du travail. Donc, on a pu échanger autour des préconisations qui préconisaient à l'époque des adaptations avec des achats de matériel et de l'acquisition de matériel qui, du coup, nécessitait un coût pour l'ACI, et puis des recommandations en termes d'organisation des tâches et d'allègement des postures. Du coup, sachant que l'employeur avait déjà mené des actions en interne, on a identifié déjà les leviers déjà mis en place pour ne pas les réintégrer au plan de compensation à articuler en lien avec une aide financière de la GFIP. Étant donné qu'on était sur un parcours qui restait d'1 an ou 2 dans la structure avant de se projeter sur une suite de parcours dans une autre entreprise, on devait évaluer des coûts d'aménagement dits raisonnables au titre de la durée que la salariée allait occuper dans l'entreprise. Donc, par exemple, il y a un des aménagements qui nécessitait
d'acquérir un nouveau lavabo, enfin lavabo c'est pas le bon terme pour une cuisine professionnelle, mais du nouveau matériel pour avoir des éviers surélevés, etc., alors qu'aurait pu bénéficier à l'ensemble des salariés. Mais du coup, en termes de coûts, on a vu ensuite que finalement, c'était une tâche qui allait être supprimée dans le nettoyage des légumes pour la salariée. Donc du coup, c'est un des choix qu'on a fait de ne pas aller sur cet aménagement-là. Et on a pu guider la SIAE dans le choix des aménagements qui restaient à faire et sur des aménagements raisonnables au sens d'une demande de financement ensuite à traiter par la GFIP. On a bien sûr guidé la structure aussi sur la recherche de fournisseurs. Alors quand on est sur du matériel purement adapté à des situations de handicap ou comme des sièges ergonomiques, des tables à surélever, etc. Là, on a des fournisseurs, souvent que nous communique même la GFIP, et avec lesquels les Cap Emploi sont habitués à travailler. Et parfois, c'est des fournisseurs de matériel professionnel de cuisine. Donc là, après, c'est l'expertise aussi de la structure de faire recours à ses propres fournisseurs aussi. Et puis, on a aidé à la constitution du dossier administratif de demande de financement pour aiguiller sur le plan de financement qui pouvait être demandé, identifier ce qui pouvait relever d'un matériel 100% qui relevait de la compensation du handicap de la personne, d'un matériel qui était déjà du matériel utilisable par d'autres salariés ou qui relevait déjà d'un matériel de cuisine et qui allait du coup être pas seulement au bénéfice de la salariée, mais de l'ensemble de la structure. Et ensuite, on peut guider la structure à identifier quel est son reste à charge avant d'envoyer le dossier de financement à la GFIP. Et la structure a ensuite déposé en ligne sa demande dématérialisée auprès de la GFIP, qui est revenue vers elle avec souvent copie au prescripteur, donc qui est le Cap Emploi à ce moment-là, pour suivre le dépôt du dossier et l'accord de la demande. Alors souvent, la GFIP, s'il y a des pièces manquantes ou qui a besoin d'éléments complémentaires, vous transmet les éléments par courrier, par mail, et puis ensuite, le versement se fait par la GFIP. Donc voilà comment le séquencement, et ça peut prendre quelques mois. Donc c'est pour ça que plus on anticipe les difficultés que rencontre un salarié dès qu'il y a la survenue d'un handicap, d'une aggravation, qui vous parle de ces restrictions, plus tôt vous prenez contact avec les opérateurs d'accompagnement Cap Emploi, Pôle emploi, plus tôt on peut engager des prestations d'appui spécifiques sur différents champs de handicap, et ça permet d'engager et de sécuriser le parcours derrière, parce que le prestataire qui va agir, il a des délais d'intervention, donc il n'intervient pas en 2 jours dans l'entreprise. Il y a des délais des fois de 15 jours de prévenance. Un bilan, une étude ergonomique, ça ne se met pas en place en 1 semaine non plus. Il y a des évaluations, il faut pouvoir interroger aussi la personne. Des fois, il faut faire des essais de matériel. Et puis après, il y a le temps du montage du dossier à la GFIP avec des devis à joindre et des recherches de fournisseurs. Donc, toutes ces étapes-là, il faut les anticiper en termes de temps. Et puis, j'ai vu une question dans le chat si on pouvait éviter d'avoir à faire des avances de trésorerie. Mais donc ça, je pense que la GFIP va répondre, mais normalement, c'est pas possible de le faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas intervenir a posteriori. Surtout, n'engagez pas de frais sans qu'il y ait un dossier d'instruit au niveau de la GFIP, parce qu'il n'y aura pas de demande étudiée a posteriori, ça c'est sûr. Et puis, je vais laisser Yasmina Ansar répondre pour… Alors, pour l'avance au final de trésorerie, alors, nous, dès lors qu'il y a un accord qui est émis, vous allez avoir donc un échéancier, donc des dates, un montant de paiement, donc si c'est en une fois ou en plusieurs fois, donc vous allez avoir les montants, vous allez avoir les pièces qu'on attend. Donc, en effet, nous, et après ça dépend bien sûr des montants et de ce qui est demandé, partant du principe, voilà, par exemple, si on prend cette situation d'aménagement, donc qui a été assez onéreuse, donc un minima qui s'est décomposé en 2 échéances, donc on fait en règle générale 80-20%. On verse 80% de la somme par un bon de commande, et là on va demander à ce qu'il y ait au moins 30% qui soient engagés. Donc voilà, donc avec 30% justifiés, nous on vous verse 80%, et les 20% restants, du coup on vous demande la facture totale. Après, sur des besoins des trésoreries, j'ai envie de vous dire, bon, nous c'est aussi des fois ce qu'on préconise aux personnes, hein, bien sûr, c'est pas forcément facile et évident, mais par exemple si vous déposez et vous payez en chèque, le temps que le fournisseur le pose à la banque, etc., mais que vous nous transmettez
tout de suite, rapidement, le document demandé, bah, ça se chevauche, ça vous fait un peu une opération neutre, quoi. Donc, et même plus, parce qu'on va vous verser plus que ce que vous allez du coup engager. Donc, quand c'est comme ça, j'ai envie de vous dire, essayez de privilégier au maximum bah, un petit peu les méthodes à l'ancienne, hein, le chèque, que les virements pour le coup, pour éviter de vous retrouver en défaut de trésorerie. Mais de toute façon, nous, on est obligé de demander à un moment donné aussi un engagement comptable de l'entreprise. On ne peut pas verser un montant quel qu'il soit sans un justificatif, bien évidemment qu'une action a été quand même réalisée, même partiellement. Et là, bon, on était dans une configuration d'un aménagement de poste dans un espace de cuisine collective. Donc, du coup, c'était aussi particulier en termes de matériel. Il y a eu donc l'employeur, lui, en action directe, a mis en place une adaptation et un allègement des tâches de travail, puisque c'est des postes polyvalents, mais du coup, la salariée, elle a été dispensée de réaliser certaines tâches. Ils ont été vigilants sur les postures de travail pour rapprocher des espaces. Donc ça a pas ça a un coût de recherche en interne, mais ça n'a pas de coût financier en matériel. Et puis, dans les adaptations qui ont été accompagnées par le Cap Emploi, le prestataire, et financées par la GFIP, il y a eu un siège ergonomique qui, en cuisine, c'est un matériel qui n'existe pas, donc il était non partagé avec d'autres salariés. C'était 100% destiné à la collaboratrice en situation de handicap. Il y a eu l'investissement, l'achat d'un chariot à plusieurs niveaux qui, là, allait servir à la salariée, mais utilisable par d'autres salariés. Donc, on essaye aussi de voir ce qui est réutilisable ou pas, et ce qui permet de bénéficier aussi aux autres salariés. Et puis, il y a eu l'achat d'une table en inox pour surélever du matériel. Donc voilà, c'est une illustration. Après, quand vous êtes sur des matériels pour des tâches plus administratives de bureau, si vous êtes sur des postes, par exemple, d'opérateurs numériques, il y a des fournisseurs de matériel qui, des fois, prêtent du matériel en termes d'essai sur quelques semaines, et on peut essayer d'engager au plus tôt le dépôt du financement, enfin, du dépôt de dossier à la GFIP pour que l'étude se fasse pendant le prêt de matériel. Comme ça, on ne paye pas les factures trop en avance par rapport au versement à GFIP. Voilà, c'est des organisations dans lesquelles on essaye de vous accompagner. Merci beaucoup à toutes les deux, Yasmina Ensar et Karine Martin, pour ces présentations. Comme le webinaire voilà, touche à sa fin, malheureusement, on n'aura pas trop de temps de questions-réponses. En tout cas, toutes les questions que vous avez posées dans le chat vont être mises dans la foire aux questions et on vous y répondra par écrit. Et juste pour voilà, conclure un petit peu ce webinaire, ce qu'on espère, c'est que ça vous aura permis de vous rendre compte, ou en tout cas d'asseoir déjà vos connaissances sur le fait que le handicap, c'est pas toujours ce qu'on croit, et que c'est pas si contraignant qu'on peut l'imaginer, et que surtout, face aux situations des personnes que vous accompagnez, il y a des ressources à votre disposition, à la fois pour recruter des personnes en situation de handicap, mais aussi pour les accompagner dans leur parcours, et que vous avez des interlocuteurs côté AGFIP, côté Cap Emploi, et via les lieux uniques d'accueil Pôle Emploi, Cap Emploi, pour vous accompagner dans ces parcours-là et vous aider aussi à faire les bons choix par rapport aux situations que vous rencontrez. Donc, vous n'êtes pas seul, et n'hésitez pas, voilà, via les contacts qui vous ont été partagés et qui vous seront transmis a posteriori, à vous diriger vers ces interlocuteurs ressources qui pourront vous aider tout au long de votre parcours. Nous vous enverrons via un mail aussi un questionnaire de satisfaction. S'il vous plaît, prenez le temps d'y répondre. Ça nous permet, nous aussi, de cerner vos besoins et de pouvoir à l'avenir mieux y répondre. Encore un grand merci à nos intervenantes pour ces présentations qui étaient très claires et qui, on l'espère, répondaient à l'ensemble de vos questions. Et puis, à bientôt, du coup, sur les webinaires dédiés au CIP et sur d'éventuels webinaires à venir selon ce que vous nous ferez remonter comme besoin. Merci beaucoup à toutes et tous, et on vous souhaite une bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup.